Donc, bonjour à ceux qui m'ont pas encore entendu. C'est le dernier cours de mécanique. Alors, la première chose à propos de ce dernier cours. On a hésité à vous organiser une séance de questions-réponses la semaine prochaine. Après réflexion, on s'est dit qu'au final, vous savez comment nous contacter, vous savez nous envoyer des mails, vous savez nous contacter via Teams. Donc, sauf s'il y a vraiment une demande généralisée où vous êtes 20 à vouloir poser la même question, on se dit que la séance de questions-réponses, on peut la faire juste avec vous. Donc, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail, écrivez-moi sur Teams et j'y répondrai, que ce soit la semaine prochaine ou durant le blocus. Mais il n'y aura pas une date fixe avec tout le monde. Sauf si à un moment on n'en peut plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de questions et on centralisera. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est en train de finaliser le cours. Alors, vous recevrez, une fois que tout sera mis sur Moodle, un mail qui résume tout. Maintenant que je vous en classe, j'aimerais bien résumer certaines choses. Donc, sur Moodle, il y a des activités. Et tout ce qui était avant, tout ça, ici, plus l'expérimentarium. Alors, je vais expliquer ce que c'est l'expérimentarium. Mais ça compte jusqu'à 2 points bonus. Pour faire ces activités qui se trouvent toutes sur Moodle, vous avez jusqu'au 3 janvier inclus. Donc, si l'examen a priori sera le 11 janvier, ça peut encore changer, mais a priori il sera le 11 janvier, on a essayé de vous donner jusqu'à la fin du blocus pour faire toutes ces activités-là. Comme ça, si vous voulez, si vous n'avez pas encore commencé, il vous reste encore du temps. Mais le 4 janvier, le matin, moi, j'irai sur Moodle et je ferai, si vous voulez, une capture d'écran de tous les points. Vous pourrez encore faire les tests après, mais ils compteront plus pour des points bonus. Voilà. Alors, l'expérimentarium, c'est quoi? Normalement, en fin d'année, je vous amène à l'expérimentarium de physique de l'ULB, où on fait une visite et on pense pendant l'année, ça fait une petite sortie, etc. Ici, on ne savait pas la faire, donc la semaine passée, j'y suis allé pour tourner des vidéos. Euh, Maintenant, il n'y a plus de libre. J'ai pas envie de mettre ça dans la cotation permanente. Vous avez déjà eu suffisamment de travail. Et donc, c'est une vidéo plus pour revoir certains concepts du cours, qui sert un peu de révision, qui est un peu fun. Et donc, je vous la mets. Pour moi, ça rentrera dans les points bonus aussi. Si vous la regardez, tant mieux. Si vous la regardez pas, c'est pas grave. Voilà. Donc ça va encore arriver sur Moodle, l'expérimentarium ici. Ce qui va aussi arriver sur Moodle, c'est l'évaluation des enseignements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez du cours et des profs, en particulier moi ici. Ça aussi, ce sera sur Moodle. Alors ça, je ne vais pas vous donner de points bonus ni rien pour le faire. Sachez juste que ça nous intéresse très fort. Le cours, ben, toutes les vidéos ont été tournées cette année-ci. Il y a plein de nouvelles choses qui ont été faites cette année-ci. Et donc, ben, nous, ça nous plairait de savoir si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous verrez à améliorer, s'il y a des choses que vous avez trouvées nulles, bien. Voilà, comme ça, on peut faire mieux l'année prochaine. Malheureusement pour vous, ben, c'est trop tard, mais pour les suivants, au moins ce sera chouette. Et nous, ça nous donne une idée de ce qu'on peut améliorer. Ça aussi, ça va être créé sur Moodle, mais comme ça, vous savez déjà un petit peu. Voilà, habituellement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui répondent à ça. Moi, j'aimerais bien vous encourager à le faire, ça nous aide vraiment. Euh, et on en prend vraiment compte les années précédentes. Par exemple, l'année passée, j'avais demandé aux étudiants s'ils aimeraient bien qu'on crée un syllabus, ou s'ils préféraient qu'on crée des vidéos, est-ce qu'ils préféraient regarder une vidéo ou plutôt lire un syllabus. Et ils avaient dit qu'ils préféraient des vidéos. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire plutôt des vidéos. Voilà, alors certains groupes m'avaient demandé est-ce qu'on peut avoir un ancien examen? Et la réponse est oui. Donc ça, c'est les choses qu'on va encore mettre cette semaine-ci, en gros. Cette semaine-ci, on va vous mettre des vidéos sur l'expérimentarium, une évaluation des enseignements et un ancien examen. Alors, on va donner les réponses finales, mais on va pas donner le correctif. Maintenant, comme d'habitude, si vous n'arrivez pas à avoir la réponse finale, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous prenez juste une photo de ce que vous avez fait et je vous dis, ah ben, ton problème, il est là exactement, etc. Voilà, c'est un peu tout. Sachant que je vous rappelle que Nantes compte pour 20% des points.
et l'examen compte pour 80% des points. Ceci, c'est grosso modo fini pour votre groupe en tout cas. Et c'est fini pour tous les groupes le 12 décembre. Et donc, le 12 décembre, je fais le décompte et je vous enverrai vos points prochainement dans ces moments-là. Donc, la cotation permanente, vous saurez combien vous avez eu. Si vous avez eu 18 sur 20 ou 20 sur 20 ou 0 sur 20, etc. Les points bonus, comme c'est beaucoup plus tard, c'est le 3 janvier, et qu'en plus à ce moment-là, on sera en examen, on a décidé de ne pas vous les donner avant l'examen. Maintenant, vous pouvez avoir une idée, hein. Si vous avez réussi à tout faire, vous aurez 2 points bonus. Si vous avez réussi à rien faire, 0. Si vous avez fait plus ou moins la moitié, vous aurez plus ou moins la moitié. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais c'est juste que ça prend du temps de prendre tous les tests, de faire la somme, la moyenne. Euh, et donc, on s'est dit que ça, on mettra à la fin. Et donc, à la fin, vous aurez votre code final et on vous donnera quelle partie vient de l'examen, quelle partie vient de la cotation permanente, quelle partie vient des points bonus. Mais la seule chose que vous saurez déjà avant de commencer à étudier, c'est quelle partie vient de votre cotation permanente. Pourquoi? Parce que pour rappel, si vous avez 0 à la cotation permanente, comme c'est une moyenne géométrique, moyenne géométrique, ça veut dire qu'au lieu de faire la somme et puis on divise, on fait le produit. Et donc si jamais vous avez un 0 quelque part, vous avez 0 tout court. Et comme on a des restrictions, on peut mettre qu'un étudiant par 7 mètres carrés dans les locaux, on se dit qu'un étudiant qui a jamais fait ne serait-ce qu'un seul test, et même pas très bien fait, il faudrait avoir juste fait un point quelque part, sachant qu'il y avait des parties où c'était juste conservation de l'énergie ou quoi. Si quelqu'un sur les 5 semaines n'a jamais fait un seul point, alors qu'il était censé être en cours, hein. Il y a des étudiants de deuxième qui n'ont pas ce cours-là à l'horaire parce qu'ils ont d'autres cours en même temps. Mais si quelqu'un n'a pas réussi à faire un seul point, on se dit, bon, ça va pas très bien se passer à l'examen, on va gagner de l'espace. Et donc cette personne-là, on va lui demander de pas venir à l'examen. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces points-ci ou pas? J'aimerais une question. Je vous écoute. Donc en fait, il n'y a plus d'occasion permanente. Oui, là, c'était la dernière que vous avez fait pour Ok. aujourd'hui. Ça va. Vous êtes libéré. Il y avait une autre question? Ouais, monsieur, moi, c'est par rapport à l'exercice avec l'avion. Ok, Juste, pas très bien compris, en fait. ça, J'ai pas arrivé à le faire. ça marche. Fallait pas hésiter à me contacter, hein. Souvent, je suis même Ok. éveillé tard. Ok. Alors, on va en profiter pour faire un rappel alors. Donc, vous aviez votre avion. Donc, votre avion, il avait une certaine vitesse ici. J'appelle ça VA. Je me souviens plus, j'avais dit 200 km par heure, je pense. Et vous aviez Hulk qui tombait comme ceci à 180 km par heure. Alors, la masse de Hulk, c'était 640 kg, je pense. Et la masse de l'avion, c'est 800 kg plus la masse d'une personne. Donc, ça doit être 900 kg, à mon avis, que j'ai mis. Hop. Vous aviez ceci. Alors, la première chose qu'on vous disait, c'est que c'est un choc inélastique. Comme c'est un choc, comme c'est une collision et qu'il n'y a pas de force extérieure, en fait, ici, ça, c'est une approximation, hein. Il y a quand même l'effondrement de l'air qui vient un peu changer tout. Bah, on a conservation de la quantité de mouvement. Qu'on peut noter P ou Q. Ça, c'est comme vous préférez. Et inélastique, ça veut dire énergie pas conservée. Donc en fait, ça veut dire rien de plus. Si on avait un choc élastique, on aurait que l'énergie avant est égale à l'énergie après. Mais là, comme c'est un choc inélastique,
on va perdre de l'énergie, donc ça, c'est pas le cas. Donc, conservation de la quantité de mouvement, ça veut dire que la quantité de mouvement avant égale à la quantité de mouvement après. Et là, bien faire attention, ce sont des vecteurs. Et donc, on vous donne un système d'axes. Comme ceci. Ce qui fait qu'on va avoir deux équations. On va avoir l'équation selon x, qui dit que la quantité de mouvement avant selon x est égale à la quantité de mouvement après selon x, et pareil selon y. Alors, je vais un peu trop vite. Hop. Voilà, sachant que la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Et donc ici, si j'ai plusieurs quantités de mouvement, ça va être la somme des masses fois la vitesse. Donc la quantité de mouvement après selon x, ça va être en fait la masse de Hulk fois la vitesse de Hulk selon x, plus la masse de l'avion fois la vitesse de l'avion selon x. Et pareil, après le choc, je vais appeler ça, plutôt qu'écrire chaque fois après et avant, je vais appeler ça prime. Donc ici, Hulk, si j'avais écrit sa vitesse en vecteur, il n'a pas de vitesse selon x. Et il a une vitesse selon y vers le bas. Et donc, ce terme-ci, il vaut 0. Par contre, selon y, il a une certaine vitesse. On a 640 kg fois sa vitesse selon y, donc fois moins 180. Mon avion, si j'écris ça en vecteur, il va à 200 selon x et à 0 selon y. Donc ici, je vais avoir 900 kg fois 200. Et selon y, mais il n'y a pas de vitesse selon y de l'avion. Reste à regarder ce qui se passe à droite. Alors, ici, on s'est dit que j'avais deux objets. J'avais Hulk et l'avion après le choc. Mais comme c'est un choc inélastique, Hulk il va atterrir sur l'avion. Il va faire qu'un avec l'avion. Il va rester accroché à l'avion. D'ailleurs, pour que le choc soit inélastique, il faut qu'il essaye de s'accrocher. Hein, comme c'est quelqu'un de très fort, il devrait être capable de s'accrocher avec ses doigts en déformant la tôle ou quoi. Sinon, il va juste rebondir dessus. On aura un choc plus élastique. Et donc, on va plutôt écrire ça en se disant, bah, au final, Hulk et l'avion, c'est un seul objet qui fait la masse des deux et qui bouge à une certaine vitesse. Donc ici, ça va être la masse des deux qui bouge à une certaine vitesse. Le plus important, c'est vraiment de se rendre compte que ça va être la même vitesse pour Hulk et pour l'avion après le choc, puisqu'ils restent ensemble. Donc ça, on peut remplacer. Ça fait 640 plus 900 V'. Et ici, pareil, 640 plus 900 V'. Et si je recopie... Oui? Ici, en fait, pourquoi vous avez mis 0? Voilà. Alors, je t'ai pas bien entendu, tu veux bien répéter? En fait, pourquoi vous avez mis 0? Lequel? En vert. Ici? En vert. Non, Là? en vert. Ouais. Ok. Parce que tu as la masse de Hulk qui vaut 640 fois sa vitesse selon x. Mais Hulk, tu vois qu'il est juste en train de tomber avant le choc. Donc il n'a pas de vitesse selon x, il a une vitesse 100% selon y. C'est clair ou je réexplique? Si tu m'as répondu, ton micro est coupé.
que j'avais un bug en fait. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ah, ok, ça marche. Donc ici, il faut bien séparer les deux mouvements. On a Hull qui tombe juste comme ça verticalement, donc c'est seulement lui qui va jouer dans la quantité de mouvement vertical. Et on a l'avion qui va 100% horizontalement, donc c'est seulement l'avion qui va jouer dans la composante horizontale. C'est ce qu'on voit, hein. Ici, Hull qui joue dans Y, et l'avion ne joue pas du tout. Alors qu'à gauche, on avait Hull qui ne joue pas selon X, et l'avion qui joue selon X. Ici, je peux donc résumer en disant que V' est égal à 900 fois 200 divisé par 640 plus 900. Alors attention, ici j'étais un peu vite, c'est V' selon X, alors que de l'autre côté, on était selon Y. Ceci, je vais le taper à la calculette. Et je tombe sur 116,88 km par heure. Pourquoi km par heure? Parce qu'ici, j'ai pas changé les unités. J'avais chaque fois des kilogrammes fois des kilomètres par heure, des kilogrammes fois des kilomètres par heure. Ici, j'ai donc des kilogrammes fois des kilomètres par heure. J'aurais pu tout changer en mètres par seconde et puis changer à la fin. De l'autre côté, j'ai la même chose. J'ai Vy' égale 640 fois moins 180 sur 640 plus 900. Pardon. Et donc, si je calcule ça à la calculette, je tombe sur moins 74,81 km par heure. Et donc, on vous demandait d'avoir le vecteur vitesse. Donc, mon vecteur V' après le choc, c'est 116,88 selon X, moins 74,81 selon Y. Là, il y en a pas mal qui avaient oublié le signe moins ici. Alors, soit vous le voyez directement dans les calculs là, soit c'est aussi de la logique. Si j'ai mon avion qui avançait comme ceci et qu'il y a quelqu'un qui tombe dessus, bah après mon avion il va aller par là, en diagonale vers le bas. Et donc là on voit bien que je vais en X positif, mais en Y négatif. Et donc n'hésitez pas à chaque fois bien vérifier vos signes à la fin comme ceci. Est-ce que ça va pour cette partie-là de l'exercice pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Oui? Le Y croix, il va vers il est négatif. Le Y de quoi? Le Y, VY. Vy' ici? Ouais, c'est ça. Oui, il va vers les négatifs. Tu vois, avant le choc, tu as l'avion qui va par là et Hulk qui va par ici. Donc si tu fais entre guillemets la somme des deux, si tu as quelqu'un qui tombe sur l'avion, bah, tu te doutes que l'avion il va partir vers le bas. Toi, tu peux imaginer la scène, hein. Si tu as quelqu'un qui tombe sur l'avion, bah, l'avion il va descendre en altitude. Alors heureusement, il a des moteurs, il y a l'air, etc., ce qui vont lui permettre de remonter. Mais a priori, il va d'abord prendre un sérieux coup et bien descendre. Un peu comme si tu sautais dans une barque sur l'eau. Elle va d'abord commencer à s'enfoncer. Si tu sautes très fort, tu vas même t'enfoncer trop bas. D'autres questions? Non? Ok. Alors après, il y avait la suite de l'exercice où on vous demandait de trouver la norme de V, donc que vaut V'. Vous voyez, sans vecteur. Ça, c'est comme d'habitude, c'est la racine carrée des composantes au carré. Donc ce sera 116,88 au carré plus 74,81 au carré. C'était la deuxième partie. Et puis,
on vous demandait de jouer avec les énergies pour regarder un peu quelle est l'énergie avant, quelle est l'énergie après. Et là, il y avait un piège, entre guillemets, dans les énergies. On avait par exemple 1/2 la masse de Hulk fois la vitesse de Hulk au carré, plus 1/2 la masse de l'avion fois la vitesse de l'avion au carré. Ça, c'est avant. Et l'énergie après, c'est 1/2 la masse de tout le système fois la vitesse de tout le système au carré. Et là, il faut juste faire attention. Comme l'énergie est en joules, les joules, c'est des kilogrammes fois des mètres par seconde au carré. Donc là, j'ai pas le choix. Autant avant, je pouvais, si j'avais envie, garder des kilomètres par heure partout. Autant, pour avoir une énergie en joules, je suis obligé d'avoir des vitesses en mètres par seconde. Alors ici, pardon, c'est au carré. Ici, je dois avoir absolument des vitesses en mètres par seconde. Sinon, je n'aurai pas une unité standard pour les énergies. Et donc, je dois convertir toutes mes vitesses en mètres par seconde. Si vous faites ça, après, vous trouvez les différentes énergies. Et vous allez voir que, je me souviens plus exactement des chiffres, mais qu'en gros, ici, j'avais 2 mégajoules. Et qu'après, j'avais 1 mégajoule. Et donc, ça veut dire que là, comme le choc est inélastique, pour avoir eu cette conservation de la quantité de mouvement, malgré qu'il n'y ait pas de rebond ni rien, j'ai perdu 50% de mon énergie. J'ai perdu 1 mégajoule dans le choc. Donc ça veut dire que pour réussir à tenir, il a fallu dégager beaucoup d'énergie. Et ça, c'est ce que je disais a priori, pour pas rebondir juste sur l'avion, et il a dû sans doute s'accrocher très fort à lui. Pour ça, comment est-ce qu'on peut s'accrocher? On peut par exemple déformer très fort la tôle. Et c'est là que quand on voit à quel point on doit déformer la tôle, ça risque de pas bien se passer, ça risque juste de percer la tôle, de l'abîmer complètement, l'avion ne sera plus volé après, etc. C'était plus un exercice pour le fun. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Non. Non? Ok. Voilà. Alors, il y a moyen de faire des exercices relativement compliqués à 2 dimensions. Je vais avancer très loin. En voici un. Ici, c'est le cas du billard. Vous voyez, j'ai une première bille qui va toucher une deuxième bille. Ça, c'est en bleu ce qui se passe avant l'impact. Et là, comme vous connaissez au billard, vous allez avoir la bille ici qui va être chassée vers le bas et ma bille de départ qui va rebondir pour partir vers le haut. Voilà, donc ma bille A, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient comme ça et puis elle est chassée comme ça. Ma bille B, elle était ici et elle part par là. Et donc là, vous voyez qu'on est de nouveau à 2 dimensions. J'ai un déplacement selon X, mais j'ai aussi un déplacement selon Y. Et donc c'est la même résolution où il faut bien penser à dire, tiens, ce sont des vecteurs. Je vais appeler prime pour après. Et donc je vais devoir le faire selon X et selon Y. La seule chose, c'est que normalement on aurait vu ça, mais pour des raisons de temps, c'est assez long à faire ce genre d'exercice. Pas que ce soit compliqué, c'est aussi simple que ce que vous venez de faire avec Hulk, ou aussi compliqué que son point de vue, mais c'est très long parce qu'il y a beaucoup de calculs ici. Parce que vous voyez qu'avec Hulk, je m'étais arrangé pour avoir un mouvement bien vertical, un mouvement bien horizontal, ce qui fait qu'il n'y avait qu'une composante, il n'y avait que l'avion qui jouait selon X au début, il n'y avait que Hulk qui joue selon Y. Ici, ça va jouer un peu dans tous les sens. Et donc ce genre d'exercice, on va considérer qu'on ne vous posera pas. À l'examen, si on vous pose de la quantité de mouvement, la seule chose qu'on peut vous poser, c'est soit à une dimension, c'est-à-dire par exemple, voilà, une bille qui rentre dans une autre, mais vous voyez qu'on est sur une même ligne, il n'y a que selon X ici. Soit si c'est à 2 dimensions, des cas assez simples à calculer comme on vient de le faire, où c'est bien perpendiculaire.
Et donc cet exercice 5, ici, vous pouvez le faire si vous voulez vous entraîner, mais on ne vous posera pas des questions aussi calculatoires à l'examen. C'est pour ça qu'il est tout à la fin de mes slides. Si jamais on avait eu le temps, on l'aurait fait, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Ok, continuons un peu avec les collisions. Ici, j'ai un pendule. Mon pendule, à la base, il est au repos, donc ça veut dire qu'il pend comme ça. Il y a un type de pendule qui s'appelle le pendule balistique, où l'idée, c'est qu'en fait, mon pendule, on met une sorte de grosse caisse ici, avec du sable à l'intérieur. On met 2 kilos dedans. Alors ici, on vous dit... Est-ce qu'on vous dit... Ouais, non, ici, on dit que c'est une boule de plomb, mais c'est pareil, c'est le même genre d'idée. Donc ici, j'ai 2 kilos. M égale 2 kilos. C'est M là. Je prends un fusil et je tire. Et donc j'ai une balle de 20 grammes qui arrive ici. Cette balle, on dit qu'elle vient s'encastrer. Et donc s'encastrer, c'est un mot très important ici. S'encastrer, ça veut dire qu'elle se déforme complètement, qu'elle va déformer la boîte pour ne faire qu'un avec la boîte. On aurait pu dire qu'elle rebondit dessus, mais ici elle s'encastre vraiment dedans. Et donc à votre avis, ça va être un choc élastique ou un choc inélastique? Inélastique. Exactement. Ça se déforme, ça s'encastre, et donc c'est un choc inélastique. Et quand on a un choc inélastique, qu'est-ce qu'on peut dire? Conservation de quantité de mouvement et perte d'énergie. C'est ça. Alors, l'année passée, à un examen, on avait demandé qu'est-ce qui est conservé après un choc inélastique. Évidemment, là, vous êtes censé un peu savoir ce qu'on attend de vous. Si on vous demande ça, c'est la conservation de mouvement qui est conservée après un choc inélastique. Il y en a qui nous ont dit la masse. Bah oui, c'est bon, d'accord, la masse change pas, mais il y en a qui nous ont dit le temps. Alors, je sais pas ce que ça veut dire que le temps est conservé, mais enfin, voilà. Donc, si on vous parle de grandeurs physiques qui sont conservées, réfléchissez juste en fait, bah tiens, qu'est-ce qu'on avait comme formule? Ici, c'est la formule qui conserve la quantité de mouvement. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que j'ai un pendule ici qui fait 2 mètres de long. Enfin, on sait que ma balle, elle arrive à 400 mètres par seconde. Ce qu'on vous demande, c'est jusqu'à quelle hauteur va monter mon pendule. Quelle est la hauteur ici? H. Donc j'ai une balle de 20 grammes qui arrive à 400 mètres par seconde, qui s'encastre dans la masse de mon pendule ici. On a donc un choc inélastique. Et on se demande, tiens, ça veut dire que ma masse ici, avec la balle en fait du coup, puisqu'elle est encastrée dedans, elle va monter jusqu'à quelle hauteur? Comment est-ce que vous pourriez faire pour résoudre ce genre d'exercice? Monsieur, Mhm. c'est pas la même hauteur, parce que quand on projette, c'est la même chose, non? Quand on projette par rapport à la verticale de M. Le H ici, c'est ça? Ouais. Oui, c'est les mêmes hauteurs. Le H là et le H là, ce sont les mêmes hauteurs. Ça, c'est juste une question de schéma.
Habituellement, quand on a un pendule, qu'est-ce qu'on faisait pour savoir à quelle hauteur montait le pendule? Longueur du fil. On n'employait pas la longueur du fil. Par exemple, si j'ai un pendule, et je vous dis je le lâche d'une certaine hauteur, h, comment est-ce que je trouvais la vitesse par exemple ici? C'est pas avec les équations vitesse, position et tout. C'est pas avec les équations de la vitesse, de la position, ce serait la cinématique. Ici, j'ai une hauteur et là, j'ai de la vitesse. Qu'est-ce qu'on a vu avec de la hauteur qui devenait de la vitesse, etc. Conservation d'énergie. Conservation de l'énergie. Ici, j'ai l'énergie potentielle qui devient de l'énergie cinétique. Et donc, ça peut aller dans l'autre sens. Si j'ai ici une certaine vitesse V, alors ça va se convertir en énergie potentielle. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Mon pendule, en bas, il est au repos. Ça, je vais appeler ça le moment 0, par exemple. Et ma balle, pardon, elle est ici. Et puis, il y a le choc. Ce qui fait que mon pendule, tout d'un coup, c'est ce que je vais appeler le moment 1, il a une certaine vitesse. Et donc, il va monter jusqu'à une certaine hauteur. Ce sera le moment 2, où mon pendule, qui était ici, est monté jusqu'à une certaine hauteur, h. L'énergie au moment 1, est-ce qu'elle est égale à l'énergie au moment 2? Oui. Oui, il n'y a pas de travail, ni rien. Que vaut mon énergie au moment 1? M fois G fois H. Comme ça? Oui. Et que vaut mon énergie au moment 2? Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, je suis resté avec l'autre à l'autre schéma. Oui, de fait, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc au début ici, j'ai une certaine énergie cinétique. Alors j'ai une question, c'est quoi la masse? C'est C'est un gramme. 0,2 kg, non? Ouais. Alors ici, ça va être, C'est pas les j'ai ma- deux. c'est les deux. J'ai ma Mm. bille qui arrive, j'ai la masse là. Ce qui monte, c'est les deux ensemble. C'est quand ma bille est venue s'encastrer dedans. Donc la masse ici, c'est la masse de mon pendule plus la masse de la bille qui part à une certaine vitesse, v. La vitesse ici, à votre avis, c'est la vitesse avant le choc, après le choc? Avant le choc. Ça va être la vitesse après le choc. Avant le choc, il n'y a rien. Avant le choc, j'ai ici ma masse qui est au repos. La vitesse de la grande C'est masse la M. Et j'ai la cinétique, ouais. vitesse de la petite bille, de la petite balle qui arrive. Et quand est-ce que le tout monte? Bah, quand les deux se sont mis, on va mettre la balle ici, ils se sont encastrés. Donc là, j'ai une vitesse de l'ensemble de l'objet. Et donc ici, je vais appeler ça V'. C'est la vitesse après le choc. Parce qu'avant le choc, en soi, mon produit ne bouge pas. Ok, donc en 2, j'ai MGH, vous m'avez dit. Et donc M, ça va de nouveau être la même chose. C'est la masse du pendule plus la bille, fois petit g, fois petit h.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver la hauteur, il me faut la vitesse. Comment est-ce que je peux trouver la vitesse ici V' après le choc? Conservation de quantité de mouvement. C'est ça. On a un choc inélastique. Et donc, on a P avant égale P après. Qu'est-ce que je peux faire ça avec ça? P avant, c'est le trouver. On a tous les données. Et ça vaudra quoi? Euh, Juste en formule déjà, par exemple. Tu vas faire 20 fois 400 plus 2000 plus la vitesse de... Enfin, mais on n'a pas de vitesse vu que c'est zéro. Enfin, c'est un robot. Voilà. Ouais. Donc, au début, j'ai la balle qui va à 400 mètres par seconde et j'ai la masse de mon pendule qui est à l'arrêt. Et ça va être égal à quoi? M de la balle plus le M de la petite boule fois la vitesse BM, un truc comme ça. Ouais, je vais appeler ça V', mais on l'appelle comme on veut, hein. On peut appeler ça B plus M. C'est comme vous voulez, tant que vous comprenez que c'est la vitesse de l'ensemble après. Ok, du coup, grand M, il vaut combien? 2000. 2000. Et petit M, il vaut 20, donc ça fait 2020 ici. Une bonne année. Hop là. Et donc je trouve que V' est égal à 2020 divisé par 20 fois 400, c'est-à-dire à 0,2525. Et ici, j'aurais quoi? Des mètres par seconde ou des kilomètres par heure? Des mètres par seconde. Des mètres par seconde. Alors ici, j'aimerais bien faire remarquer quelque chose. Là, on a mis les grammes. Là, on a mis les grammes. Et là, on a mis les grammes. Du coup, c'est bon. Parce J'ai qu'on a j'ai une employé... question. Oui? Ma question c'était justement sur ça. Par exemple, le 20 grammes, parce que nous, à chaque fois, on convertit ça en kilogrammes. Et Alors, si on le mettait le 20 et le 2000, on les mettait en kilogrammes, et que de l'autre côté, c'est en grammes, qu'est-ce que ça aurait changé? ça aurait rien changé. Ici, comme le plus important, c'est d'être cohérent partout, d'avoir des grammes partout. Et donc ici, j'ai chaque fois des grammes fois des mètres secondes, des grammes fois des mètres secondes, des grammes fois des mètres secondes. Et donc tout ça, c'est bon. Ce qu'il faut éviter, c'est de mélanger les unités. Si j'ai des grammes à gauche, je veux des grammes à droite. Si je veux des kilogrammes à gauche, je veux des kilogrammes à droite. Et donc on aurait pu faire exactement la même chose avec des kilogrammes.
C'est-à-dire qu'on aurait eu ici 0,02 et là 2,02. Mais tu peux voir que si tu fais le calcul avec ça, ça donne exactement le même résultat. Donc tant qu'on a les bonnes unités, c'est-à-dire les unités identiques partout, c'est bon. Tantôt ça marchait pas parce que j'écrivais E égale 1 demi mv carré. Et donc ici si je fais 1 demi et puis des grammes fois des mètres par seconde au carré. Ici le problème c'est qu'à gauche l'énergie, si on la veut en joules, les joules c'est des kilogrammes fois des mètres carrés par seconde carré. Et donc ici, une énergie, j'attends des kilogrammes. Et donc je peux pas l'avoir en grammes ici. Alors que là, j'attends la même chose à gauche qu'à droite. Comme ici, hein, j'attends la même chose à gauche qu'à droite. Bah, à gauche, j'ai des grammes mètres par seconde. Là, j'ai des grammes mètres par seconde. Du coup, si tu avais décidé de mettre des kilogrammes à gauche, tu dois avoir des kilogrammes à droite. Le tout, c'est d'être cohérent. Si vous voulez, soit vous comprenez ça et alors ça vous permet de choisir et parfois gagner un peu de temps l'unité que vous voulez. Soit si vous avez un doute, si vous vous dites je suis pas toujours sûr de quand je suis obligé de changer ou quoi, alors le plus sûr est peut-être de chaque fois revenir au SI et de fait employer des kilogrammes. Ça va, mais donc vous pouvez choisir, mais si je pouvais rester en grammes ou passer en kilogrammes, c'était pareil pour cette partie-là. Ça répond à ta question ou on en reparle un peu? Oui, oui, oui. J'ai fait en kilogrammes, j'ai calculé, ça donnait la même chose. Ça donne la même chose, hein. Ouais. En fait, c'est normal parce que tu vas diviser par 1000 ici pour l'avoir en kilogrammes, mais tu vas aussi diviser par 1000 à droite. Tu vois, comme c'est une équation, si tu fais la même chose à droite et à gauche, sur le même résultat. Ouais. Ok, alors du coup maintenant on peut l'employer là pour trouver H. Donc ici, tu vois que je vais avoir une masse à gauche, une masse à droite, mais c'est la même masse des deux côtés, donc je peux les simplifier. Je cherche H, donc je vais mettre H en évidence. H, c'est égal à 1 demi V prime carré, hein, ça c'est ce qui est à gauche, 1 demi V prime carré. Et il y a mon G qui vient de diviser tout ça. Donc je vais écrire 1 sur G fois. Alors, V', c'est 0,2525 au carré. Petit g ici dans l'énoncé, j'ai passé un peu vite, mais on vous demandait de prendre 9,81. On va essayer d'être précis. Fois 2. Je vais taper ceci. Et je tombe sur quelque chose qui me semble fort petit. Est-ce que j'ai fait une bêtise quelque part? Ah, attendez, oui, j'ai fait une bêtise, je pense. Oui, pardon. Ici, je me suis trompé. Donc ici, c'est 20 fois 400 divisé par 2020 égale V'. Je sais pas pourquoi, mais moi j'avais fait l'inverse. J'avais fait 2020 divisé par 20 fois 400, mais ça c'est faux. Et donc ici, pardon, matin pas encore fort réveillé. Ici c'était 3,96 mètres par seconde. Alors comment je m'en suis rendu compte? Pour vous dire, quand j'avais fait le calcul, j'ai vu que ça montait de 3 cm. Ça aurait été quand même assez étonnant d'avoir quelque chose qui arrive à 400 mètres par seconde. C'est hyper rapide et que ça monte de 3 cm. Et donc, là maintenant que je refais le calcul, hop, donc ici j'ai 3,96 hein, du coup. Au carré divisé par 2 fois 9,81. Et on tombe sur 0,799
mètres. Donc si jamais j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, 0,80 mètres. Monsieur? Oui. Vous pouvez juste réexpliquer pourquoi vous avez constaté que c'était Ça un marche. peu Donc, ce que j'avais fait ici, j'avais fait une erreur. J'avais inversé le numérateur et le dénominateur. Donc, si je faisais ça, je tombais sur 0,25. c'est ça, 0,25. 25. Après, j'ai fait le calcul avec ça. Donc, je vais le refaire. Si je faisais ça, je tombais sur H égale 0,003 mètres. Donc, ça veut dire que ici, je montais de 3 mm. Ça semble fort peu. Tu vois, si tu as quelque chose ici, j'ai une grande quantité de mouvement. J'arrive à 400 mètres par seconde. Et puis, t'imagines ton pendule qui va monter de 3 mm. Ça me semblait très très peu. Ah, Et donc, j'ai vite vérifié. Et il y a deux sources d'erreur. Soit je m'étais trompé dans la formule, mais elle est tellement simple que non. Soit je m'étais trompé dans la vitesse. Et là, en regardant la vitesse, je me suis dit, ah bah, passer de 400 mètres par seconde à 0,25 mètres par seconde, c'est un peu petit. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. ah oui, je vois. Voilà, désolé. Hop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une balle de fusil qui vient taper mon pendule, ici ça monte de 80 cm. Ça, c'est une méthode pour mesurer la vitesse de balle. C'est ce qu'on appelle un pendule balistique. Ça permet de connaître assez précisément la vitesse à laquelle tire votre fusil. Et c'est assez pratique en fait. Parce qu'il ne faut pas quelque chose de compliqué pour y arriver. Il ne faut pas quelque chose qui est capable de mesurer précisément au laser, une balle qui passe ou quoi. Alors, de nos jours, avoir un instrument qui permet de mesurer au laser, ça, c'est pas encore un énorme problème. Mais imaginez, il y a 2 siècles, comment est-ce qu'on pouvait faire? Ben, on prenait un pendule. De fait, de plus, si vous voulez faire ça rapidement, vous voulez juste vérifier, tiens, est-ce que mon fusil a toujours autant de pression, assez de poudre, pas de problème. Eh ben, vous tirez dans le pendule et vous pouvez imaginer, par exemple ici, alors vous allez être gentil sur mon dessin, mais une cloche. Et c'est simple, si après avoir tiré, je touche la cloche, c'est que la vitesse est bonne. Bon, si j'explose la cloche, c'est que ça va trop vite. Et si je touche pas la cloche, c'est que mon fusil n'a plus assez de puissance, qu'il tire plus assez bien. Et donc ce serait une manière de vérifier si on a bien la vitesse voulue. Ici, si j'ai envie que mon fusil tire à 400 mètres par seconde, ça doit monter à 80 cm. Et si vous faites, il y aurait même moyen de choisir, ce qui est le cas, hein, la hauteur de la cloche en fonction du fusil. Tiens, pour cette opération, il faudrait un fusil qui tire à 300 mètres par seconde. Ok, on fait vite le calcul. Alors bon, eux, évidemment, ils ont une formule toute faite, hein, mais on fait vite le calcul et j'invente que je vais me trouver à 60 cm. Je mets ma cloche à 60 cm, je tire, je vois ce que ça donne. Ok, c'est pas bien calibré. C'est clair ou pas? Oui. Voilà, ça c'est le pendule balistique. Vous voyez qu'il y avait deux parties. Une première partie choc et une deuxième partie énergétique. Et souvent, ça c'est un des problèmes physiques. On sépare le problème en plusieurs étapes. Dans la première étape, c'était vraiment une collision. J'ai une balle qui rentre dans une autre, qui sort avec une vitesse. Et après, j'ai une deuxième chose, j'ai un pendule qui se soulève. Imaginons qu'à l'examen, on vous pose une question comme ça. Et on en a discuté avec les collègues cette année-ci. Bon, vous verrez dans l'ancien examen. On a décidé de faire un examen par étapes. C'est-à-dire c'est un seul problème et on avance petit à petit. Par exemple, partie une collision. Partie 2, conservation de l'énergie. Et puis on pourrait imaginer ici que la corde lâche et que ça parte en tir parabolique. Ce serait la partie 3 par exemple. Ça, c'est des questions que M. Van Larbeek adore poser. Sachant qu'ici, c'est ce qu'on appelle une question à tiroir. C'est-à-dire que pour réussir la 2,
il faut avoir réussi la 1. Et pour réussir la 3, il faut avoir réussi la 2. Ça, évidemment, d'un point de vue pédagogique, c'est horrible. Imaginons que vous soyez nul en conservation de la quantité de mouvement, mais que vous êtes des pros de l'énergétique et des pros du tir parabolique, ce serait dommage. Et donc, vous verrez dans l'ancien examen qu'on va vous passer, on vous dira à chaque fois, si vous n'avez pas trouvé la réponse à l'exercice 1, exercice 1 qui était censé vous trouver V', prenez V' égale 5 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? Vous essayez de faire le 1. Vous tombez sur 3,96 mètres par seconde. Vous ne vous posez pas de questions, vous passez à l'exercice 2 et vous employez cette vitesse. 3,96 mètres par seconde. Deuxième cas de figure, vous faites l'exercice 1, vous vous trompez, vous trouvez, bah tiens, on va prendre mon erreur, V' égale 0,25 mètres par seconde. Bah, vous prenez 0,25 et vous continuez avec. Et c'est pas grave si vous avez faux ici. Nous, ce qu'on va compter dans l'exercice 2, c'est le raisonnement, en supposant que votre vitesse V' était juste. Ça ne nous intéresse pas de savoir si vous avez la bonne valeur après, juste prenez cette vitesse. Et si jamais vous avez vraiment un doute, que vous n'avez pas confiance en ce que vous avez trouvé ou que vous n'avez pas réussi à le trouver, bah vous pouvez prendre celle qu'on vous donne, qui n'est pas une vitesse juste. Vous voyez, la bonne réponse, c'est 3,96. On ne va pas vous donner la bonne réponse, ce serait trop facile, mais on vous donne quelque chose de plus ou moins correct. C'est de 3,96, on vous donne 4. On vous donne 5, pardon. Comme ça, vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez toujours essayer l'exercice suivant. C'est juste que dans votre tête, ça doit vous faire j'ai une balle qui arrive à 5 mètres par seconde au lieu de j'ai une balle qui arrive à 3,96 mètres par seconde. Mais c'est la même chose. C'est clair ça? Ou je réexplique ou on en discute un petit peu? Monsieur, les points qu'on aura, ça veut dire que soit j'utilise la réponse du premier, soit j'utilise le 5 que vous donnez. J'ai mes points, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est juste que M. Van der Beek aime bien faire des exercices, un gros exercice qui vous permet de trouver un beau résultat à la fin, un peu comme ici, vous voyez, où j'ai eu 2 étapes. Mais d'un point de vue pédagogique, c'est un peu moche de vous pénaliser si vous n'avez pas réussi à faire la première. Donc on vous dit à un moment, t'as pas la réponse, c'est pas grave, avance à la suivante avec telle réponse. Et nous, ce qu'on cote, c'est si c'est cohérent. C'est-à-dire, par exemple, pour l'exercice 2, la seule chose qui va changer, c'est la réponse finale. Mais tout le reste, la mise en équation, les calculs, jusque ici, c'est pareil en fait. Et après, nous, on prend notre calculette et on vérifie si c'est correct ce que vous avez fait avec votre valeur et c'est En bon. gros, monsieur, Oui, regardez le raisonnement, c'est ça? c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, on regarde le raisonnement et les erreurs de calcul. Et donc, la seule chose, c'est Ah, qu'on prend... je voulais dire si jamais on n'a pas la bonne réponse, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, on va le dire autrement, on ne propage jamais vos erreurs de calcul. Tu fais une erreur de calcul dans le 1, comme moi là, je trouve 0,25. Je t'enlève ici, pour cette erreur-là, un demi-point, parce que c'est une bête erreur, vous voyez, c'est juste inverser ça et ça. Bah ici, tu vas de nouveau avoir un problème, parce qu'au lieu d'avoir 3,96, tu vas avoir 0,25. Et donc, là, je pourrais t'enlever des points, mais je vais pas le faire parce que je t'ai déjà enlevé les points ici. Et donc là, je te mettrai 100% des points. Donc imaginons que cette question soit sur 4 et celle-ci sur 4. Bah ici, tu aurais eu 3,5 sur 4 à cause de cette erreur-là. Et ici, bah, tu as 4 sur 4. Même si ton erreur vient, le raisonnement est bon. Et si tu avais eu la bonne réponse là, tu aurais eu la bonne réponse ici. Ça, vous comprenez l'idée ou pas? Oui. Voilà, donc, no stress si vous avez ça à l'examen. De toute manière, on sera là pour répondre à vos questions, hein, comme ce sera en présentiel. Ah oui, je vous ai pas dit ça, il y a eu des changements encore. Maintenant, c'est quasi sûr à 100% que l'examen sera en présentiel, en fait. Ça, c'est la grande nouvelle. Et l'examen, c'est quand, monsieur? C'est en janvier? A priori, ce sera le 11 janvier. C'est le deuxième lundi. Ok. À prendre avec des pincettes, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai vu l'horaire, c'était le 11 janvier. Et Et du coup, on monsieur, aura combien de temps d'examen? 2 heures. Mais je veux dire,
2 semaines, 1 semaine, 3 semaines? 2 semaines et demie. Ok, ça va. Vous Et aurez monsieur, jusqu'au... Attends 2 secondes. Vous aurez grosso modo examen jusqu'au 20, au mercredi 20. Ou peut-être le jeudi 21, je sais plus, mais dans ces eaux-là. Ça veut dire il y a des jours où on n'aura pas examen, c'est ça? Oui, 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 oui. Alors honnêtement, cette année-ci, votre session d'examen va être un peu plus compliquée que les années précédentes. Avant, on essayait à tout prix d'éviter que vous ayez 2 examens le même jour. Ici, c'est pas impossible que malheureusement, parfois vous ayez, je sais bien que vous allez avoir peut-être des oraux en mathématiques ou quoi, et que vous ayez un oral le matin et un autre examen l'après-midi. On essaie d'éviter à tout prix, mais avec le coronavirus, comme on peut mettre moins d'étudiants sur le site, parfois ça pourra arriver. Mais voilà, vous découvrirez votre examen, votre horaire d'examen. C'est aussi pour ça qu'il met autant de temps à faire. On essaie de faire le mieux pour vous, mais c'est pas évident. Monsieur, après les examens, on aura des jours de vacances ou on va peut-être commencer les cours? Alors, bon, je vais aller chercher le calendrier. Euh, Théoriquement, on a 1 semaine, je crois, de vacances. un peu plus. Ah, zut. Euh, ah oui, je peux aller le prendre là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que je cherche l'horaire? je voulais dire, est-ce que vous savez quand ils vont nous donner l'horaire? On ne sait pas. Normalement, très 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 bientôt. Je sais pas exactement quand, parce que c'est pas moi qui fais les horaires, mais peut-être aujourd'hui. Je sais pas exactement quand, mais très bientôt. La limite légale, c'est le 12 décembre, je pense. Donc fin de semaine. Mais à mon avis, dans les prochains jours. Mais je sais pas plus que ça. Est-ce que vous voyez le calendrier ici? Oui. Oui, Bon, il est assez compliqué à comprendre, mais en gros, nous on est le 7 décembre. Vous voyez ma petite main? Oui. Donc nous on est le 7 décembre ici. Vous voyez, vous avez encore 1 semaine de cours, la semaine suivante, et puis ce qui est en gris ce sont les vacances de Noël. Alors je vous conseille de déjà informer votre famille que c'est pas des vacances, c'est le blocus. Et pour moi, la réussite en études supérieures, elle joue, je dirais, au moins à 50% au blocus. C'est un moment très important où il faut revoir vos cours, préparer tout et réussir à se mettre à travailler. Ça passe vite 2 semaines. Ça arrive très souvent de se dire le 21, ah oui, bah, c'est bon, j'ai besoin d'un peu de repos, on vient de passer tout un quadrimestre, c'était long, c'était fatigant, je m'y mettrai le 22. Et puis le 22, de se dire, ouais, mais bon, je suis pas à un jour près, là je suis encore fatigué, je m'y mets le 23. Puis le 23, vous vous dites, ah ouais, mais il y a Noël, il faut faire des courses, il y a les cadeaux et tout, je m'y mettrai après Noël. Et donc il y a le 24, puis le 25, c'est encore Noël, vous le revez tard, et vous êtes le 26 et vous avez perdu 1 semaine de blocus. Donc, essayez, moi c'est mon conseil, ce qui a le mieux marché pour moi, c'était de me mettre un minimum d'heures. Les premières années, j'essayais de faire un certain nombre d'heures sur une journée, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont besoin de 6, il y en a qui ont besoin de 4, mais au début, j'essayais vraiment de travailler 8 heures par jour. Le problème, c'est que je travaillais 8 heures le premier jour, 8 heures le deuxième, et puis ça me tuait, c'était trop de travail. Le troisième jour, je faisais rien, le quatrième jour, je faisais rien, et puis j'ai essayé de rattraper, donc j'ai essayé de travailler 10 heures, et puis ça me tuait. Et ce qui a commencé à marcher pour moi, c'est de me dire que tous les jours, je travaillais minimum 6 heures. Alors chez vous, c'est à vous de voir votre minimum. Par exemple, vous pouvez vous dire, tous les jours, je travaille minimum 4 heures. Quand vous y pensez, 4 heures, c'est pas tant que ça. C'est le matin, 2 heures l'après-midi, et puis vous êtes libre le reste du temps. Mais si vous travaillez 4 heures tous les jours, au moins vous prenez jamais de retard. Et alors que si vous travaillez 8 heures tous les jours, puis qu'un jour vous travaillez pas, ben vous prenez 8 heures de retard dans les dents, ça fait très mal. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de vous mettre un minimum. Que même les jours où vous n'êtes pas motivé, vous dites, allez, je vais au moins faire le minimum. Et si ça se passe bien, travaillez peut-être 6 heures ou quoi, mais voilà, à vous de gérer ça. Et mon autre conseil, c'est d'être honnête avec vous-même. Avec vos parents ou quoi, pas nécessairement. T'as bien travaillé ce matin? Oui, 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 oui. Alors que vous avez dormi dans votre lit jusqu'à midi, mais oui, oui, j'ai travaillé dans ma chambre. Ça, vous faites ce que vous voulez pour votre image vis-à-vis de vos profs, de vos amis, de vos parents.
Mais c'est important que vous, à vous-même, vous mentez pas. Et que donc, si après 2 jours, vous vous rendez compte qu'en fait, travailler dans votre chambre, ça marche pas parce que vous restez dans votre lit, vous vous endormez dans votre lit, vous vous réveillez à midi, ou que en fait, vous vous dites, ah, c'est sympa cette petite série Netflix, tiens, je l'ai fini, c'était combien d'épisodes? 20, tiens, 20 fois 40 minutes, ça fait quand même beaucoup. Alors, trouvez un truc, allez travailler avec un ami, allez travailler dans le salon, mais soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Parce que ça sert à rien de mentir à vous-même et de vous dire, oui, oui, je travaille super bien, alors qu'en fait, vous avez rien fait. Voilà, courage, c'est toujours compliqué la première année. Après, on trouve un peu ce qui marche avec soi. Moi, en blocus, ça m'aidait d'avoir. Je travaillais 2 heures, puis je prenais une demi-heure de pause. Mais j'avais des amis qui travaillaient 20 minutes, puis 5 minutes de pause, puis 20 minutes, puis 5 minutes de pause. Puis ça, c'est à vous de trouver votre rythme. Ok, donc vous avez ici 2 semaines de blocus/vacances de Noël. Alors, quand je dis 4 heures par jour, n'hésitez pas aussi à prendre de temps en temps un jour de congé, hein. Typiquement, moi, je travaillais jamais le 31 au soir et le 1er janvier, je faisais jamais rien, hein. Mais ça, c'est à vous de voir. Ensuite, vous voyez ici, souligné en noir, vous avez la session d'examen. Donc, ça commence le 4 janvier et ça finit le 20 janvier. Donc là, vous pouvez avoir examen le 4, le 5, le 8, etc. le 20 janvier. Ça ne veut pas dire que vous aurez examen tous les jours. Ça veut dire que vos examens doivent tomber là-dedans. Et puis, vous voyez que les cours reprennent le 1er février. Et donc, vous avez 1 semaine et demie relax. Vous voyez aussi que ici, le 25, 26, 27, vous avez un peu congé. Donc, c'est dans ces zones-là que sortiront les points. Il y a les délibérations. On ne sait pas encore quand elles seront, mais on ne peut pas vous donner vos points pendant la session. Donc, vous aurez vos points vers le 27, quelque chose comme ça. Vous mettez vos professeurs vers le 27. Ça, donc, vous avez 2 semaines et demie d'examen, 1 semaine et demie de congé, et puis ça reprend le 1er février. Monsieur, les deuxièmes sessions à l'effet, c'est quand? Ok, attends, j'aimerais bien juste terminer un point avant que j'oublie. Oui, donc c'est possible que vous ayez un peu plus de congés en fonction de votre horaire. Si vous n'avez pas examen le 20, bah, vous avez congé du 20 au 1er. Si vous n'avez pas examen le 19, etc. Ça va dépendre de votre horaire. Ensuite, pour répondre à ta question, il y a d'abord ce qu'on appelle la seconde chance. C'est la probabilité de repasser un examen de première session. Ça peut être n'importe quand entre février et juin. Par exemple, pour mécanique, on met souvent l'examen de seconde chance de mécanique, donc c'est-à-dire c'est l'examen de janvier, après carnaval, donc la semaine du 22. En maths, je pense que c'est souvent après carnaval, mais l'année passée, pour les raisons de coronavirus, on l'avait mis juste après Pâques. Et donc ça, c'est pas la seconde session, c'est la seconde chance. Parce que quand vous êtes en première année, les examens de janvier, vous pouvez les passer 3 fois. Une fois en janvier, une fois en seconde chance, une fois en seconde session. Après, vous avez la session de juin, vous voyez, qui commence le 25 mai jusqu'au 17 juin. Elle est plus longue, cette session-là. Et pour répondre à ta question, après, vous avez la seconde session qui commence le 19 août et qui termine le 3 septembre. Ah, ok. Ça, Ah, c'est bien, les deuxièmes chances, c'est bien. Ah, j'avoue. voilà, c'est une chance que vous avez en première année. Dans certaines écoles, en fait, ils mettent ça juste avant en juin. Ils mettent ça genre la semaine du 17 ou quoi. Comme ça, vous avez vos examens de seconde chance, suivi des examens. Ici, à l'effet qu'on a décidé de ne pas faire ça en se disant, mais ça va vous tuer. Vous avez une première semaine avec tous vos anciens examens que vous avez ratés, plus les nouveaux examens de juin. Donc, on les met plic-ploc dans le quadrimestre. Voilà, bon, pour les autres cours, je ne sais pas, mais pour mes cas, ce sera sans doute la semaine du 22. Comme ça, on se dit que vous avez carnaval si vous voulez réétudier. Voilà. Et Monsieur, j'ai l'idée une aussi, petite c'est que question comme en fait. ça, ouais, attends 2 secondes. Et aussi comme Ok. ça, c'est pas trop longtemps après. Vous voyez? Comme ça, parce que ce qui est dangereux avec mécanique, c'est que vous allez plus en entendre parler pendant 6 mois si vous avez une seconde session. Et donc, il faut s'y remettre. C'est pour ça qu'on a essayé de faire des vidéos, hein. Comme ça, vous pouvez re-regarder les vidéos de ce que vous n'avez pas compris au moment même. Mais je vous conseille vraiment d'essayer de le passer en première session ou en seconde chance.
Comme ça, c'est pas il y a trop longtemps. Parce que 6 mois sans faire de méca, à un moment, vous allez revenir et vous dire, mais c'est quoi encore un vecteur? Et j'écoute ta question. Oui, en fait, je voulais savoir, en fait, ceux qui ont eu 0 à la cotation permanente, donc ils pourront pas passer l'examen de janvier, mais est-ce ils pourront le repasser en août ou bien... Alors, il y a 2 sessions, d'accord? La session de janvier et la session d'août. En session d'août, on remet tout à 0. Et donc, que tu aies eu des bons points ou des mauvais points à la cotation permanente, on oublie. Que tu aies des points bonus ou pas, on oublie. Et donc, en août, c'est juste 100% ton examen. Normalement, on ne peut pas le faire, mais ce qu'on fait parfois, c'est que si un étudiant a 9,5 en août, on regarde ses points bonus et on se dit, ah, allez, c'est un étudiant qui s'était investi au premier quadrimestre, etc. Normalement, on n'est pas censé rajouter des points bonus, mais on arrondit généreusement, si tu veux. Donc, les points bonus ne sont pas 100% perdus, ils servent un petit peu, mais normalement, on ne peut pas vous les mettre. Sachant que on peut pas vous les mettre, donc vous pourriez faire un recours et gagner, mais ce serait très bizarre que vous fassiez un recours en disant on m'a donné des points bonus, je suis contre. Donc a priori, on ne prend pas trop de risques en vous les ajoutant quand même. Par contre, la seconde chance, c'est une deuxième chance de passer la première session. Et donc tout ce qui était en première session est gardé, pour le meilleur comme pour le pire. Donc vos points bonus, ils sont gardés pour la seconde chance. Donc ils sont gardés pour l'examen en carnaval, par exemple. Votre cotation permanente est aussi gardée. Donc si vous avez 0 en cotation permanente, vous avez 0 pour l'examen de janvier et pour l'examen de carnaval. Par contre, pour août, là c'est remis à 0 et vous pouvez le repasser. C'est clair la différence entre les deux? Totalement clair, monsieur, merci. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle une seconde chance. Vous repassez l'examen de janvier, si vous voulez, en gardant tout ce que vous aviez fait avant. Alors que la seconde session, c'est une deuxième session, c'est un nouveau truc, des nouvelles modalités, etc. Monsieur, Oui? je vais rebondir à ce que vous avez dit en début de cours. Vous avez dit, par exemple, si on fait 5 cotations permanentes et qu'on réussit 4 et que le cinquième, on ne le réussit pas, ça veut dire on a eu tout zéro. J'avais pas bien compris. Non, 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 non. Donc, les cotations permanentes, c'est tout ce que vous avez fait après tout ça. Et donc, il y avait quoi, une dizaine de tests, quelque chose comme ça? Enfin, chaque fois, il y avait un truc chaque semaine à faire où il y avait 1, 2 ou 3 tests, ça dépendait des semaines. Ça, on va faire la moyenne, mais je vous enverrai les points. Mais on va faire la moyenne de tous ces points-là, mais une moyenne arithmétique. Donc, si tu as juste 1 sur 3000, tu n'as pas 0. D'accord? Donc, les seules personnes qui auront 0 à la cotation permanente, c'est ceux qui n'auront rien fait du tout après tout ça. Jamais, jamais, jamais. Ok. Ça va? C'est c'est pour ça, en fait, il faut vraiment vous rendre compte, on n'avait pas envie de mettre cette notation de 0 pour quelqu'un. C'est juste qu'avec le coronavirus, il fallait une manière. Il y a des étudiants qui abandonnent, en fait, qui viennent plus en cours, qui ont disparu. Et ça aurait été dommage d'être obligé de faire un examen à distance parce qu'on se disait, ah, il y a trop d'étudiants qui peuvent venir, alors que chaque année, on sait bien qu'il y a une centaine d'étudiants qu'on voit plus. Là, pour vous donner une idée, la dernière fois que j'ai fait les calculs, sur les 280 étudiants, il y en avait 92 qui ont rien fait. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous avez fait ces tests et que vous avez eu ne serait-ce qu'une fois un V vert quelque part, vous êtes dans le bon. Dans tous les cas, je vais publier vers le 12 décembre la liste des gens qui ont eu 0. Enfin, je publie les points, tout simplement. Si jamais vous avez 0 et que vous vous dites que c'est pas normal, contactez-moi et on corrige ça, hein. Mais a priori, a priori, les gens qui auront 0, ils me contacteront pas parce que c'est des gens qui ont jamais lu leur mail, qui ont jamais rien fait, et donc qu'ils ont abandonné, quoi, en gros. Ça va? Ok, monsieur, merci. Ok. Voilà, ça c'était pour le calendrier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les renvoyer par mail ou quoi. Mais c'est vraiment important, hein, que vous compreniez bien toutes les règles. Il y a chaque année des étudiants qui ratent juste parce qu'ils n'ont pas compris. Enfin, voilà, il y a chaque année des étudiants qui partent en vacances pendant la seconde session, par exemple, et du coup, ah, mais monsieur, je savais pas, mais oui, mais. Enfin voilà, donc c'est bien que vous posiez ces questions-là, et n'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions de ce style. Voilà.
Est-ce que vous aviez déjà vu, tiens, ce calendrier ou c'est la première fois que vous le voyez? C'est la première fois, moi. Première fois, monsieur. Ok, je vais un peu discuter avec la directrice. Parce que ce serait quand même bien que vous l'ayez. Je vais demander si c'est pas quelque part où vous y avez accès, sinon je le mettrai sur le site du cours. Je vais demander. Je note ça quelque part. Voilà, et dans le pied des cas, je le mettrai sur le site du cours, comme ça vous pouvez vous y référer. Vous avez dit que maths, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit que maths à l'oral, on nous a pas dit ça. Le prof. Ah bah ça change tout le temps, donc moi je donne pas maths cette année-ci, donc peut-être que ça a changé. C'est quoi pour maths cette année-ci? Comment ça fait quoi? Vous avez quoi comme type d'examen cette année-ci en maths? Ah, je sais pas, on a un examen sur les fonctions, mais je sais pas si c'est en présentiel ou à l'oral. Ok, mais ça, il faudra mieux leur demander. J'avais en tête qu'en maths, vous faisiez un examen écrit via Moodle suivi d'un oral pour vérifier si c'était bien vous qui l'aviez fait. Mais peut-être que ça a changé. Ça, je sais pas. Référez-vous au prof de maths. C'était juste un exemple. L'année passée, c'est ce qu'ils avaient fait, mais je sais pas ce qu'ils font cette année-ci. Ça va, je peux avancer ou d'autres questions? Allez, j'avance. Monsieur, Oui, monsieur, oui, oui. euh, quand vous avez dit la première c'est toujours difficile, ça veut dire que la deuxième c'est un peu, c'est pas, on va dire, par rapport à la première, vu qu'on a vu les bases, c'est un peu plus facile. Vous voulez dire ou... Pour les blocus. Moi, j'ai toujours trouvé que les années sont de plus en plus difficiles en termes de matière. Les cours sont de plus en plus compliqués. C'est Les professeurs vont de plus en plus vite parce qu'ils savent aussi ce que vous avez vu. Ici, voilà, on sait bien que les niveaux sont différents, mais en deuxième, on sait tous que vous avez eu la même première. Donc, de mon point de vue, ça devient de plus en plus difficile pour la matière. Par contre, c'est plus nouveau. Et donc, quand tu arrives à un blocus, tu as pu faire tes erreurs en première année. Comme je disais, des erreurs parfois de je m'y suis mis trop tard ou je n'avais pas bien étudié pendant l'année, ce qui fait que mon blocus était impossible, j'avais pas pris des bonnes notes. Et donc, c'est plus nouveau et vous commencez à avoir l'habitude d'être étudiant. Vous êtes plus étonné, vous avez plus plein de règles à retenir comme ça. Il y a une première session, il y a une deuxième session, c'est quand les horaires. C'est, ça commence à rouler et vous pouvez juste vous concentrer sur vos cours. De Ah plus, ouais. comme vous avez un bagage commun, vous êtes parfois un peu moins largué. C'est-à-dire qu'en première, il y a quand même des grosses différences de niveau. Il y a des étudiants qui ont fait des études universitaires avant, qui ont raté tout juste, mais qui en fait ont déjà vu certains cours, qui ont déjà vu le cours de mécanique. C'est le cas de certains groupes que j'ai. Et puis il y a des étudiants qui ont jamais entendu parler de force, jamais entendu parler de vecteur. Alors que l'année prochaine, ce sera impossible qu'on vous dise, enfin, ça dépend à quel point vous aurez une bonne mémoire, mais si on vous parle de force, vous aurez normalement tous vu ça. Donc, de mon point de vue, c'est plus dur, la matière est plus compliquée, mais vous êtes habitué, donc vous êtes moins surpris. Et c'est souvent pour ça que le taux de réussite en deuxième est meilleur qu'en première. Ah ouais, je comprends. Allez hop, retour à la mécanique. Alors ici, c'est une expérience que je vous avais montrée aujourd'hui, qui est assez un classique aujourd'hui. Chose à voir pour aujourd'hui. J'aimerais bien juste un peu la réexpliquer. Ici, vous avez un pendule avec un certain nombre de billes. Quand on a un choc entre deux billes, c'est un choc qui est quasi élastique. Alors, si vous avez bien regardé ce que j'ai dit, il n'y a pas vraiment de choc élastique. Élastique, ça veut dire que l'énergie est conservée. Donc, l'énergie avant est égale à l'énergie après le choc. Et ça, dans la vraie vie, ça arrive quasi jamais parce que s'il y a un choc, on va entendre un bruit, il va y avoir un peu de chaleur qui est dissipée. Mais on peut dire, allez, peut-être qu'on va perdre 1% de l'énergie, donc on va considérer que c'est élastique. Ici, ce qui se passe, c'est que si je lève une boule, je lui donne donc une énergie potentielle, un classique, hein,
Je la lâche et elle arrive ici avec une certaine vitesse. Elle a donc une énergie cinétique. Là, il va y avoir un ricochet. La première boule va taper la deuxième, qui va taper la troisième, qui va taper la quatrième, qui va taper, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui va se passer? J'ai ici une bille qui va partir avec exactement la vitesse. Si ici j'avais une vitesse V1, ben ici je vais avoir une vitesse V1. Pourquoi? Parce que j'ai une quantité de mouvement. Avant, ma quantité de mouvement ici, c'était la masse de une bille, elles ont toutes les mêmes masses, hein, fois V1. Ça, c'était avant. Et donc après, j'ai plusieurs choix possibles. Après, je peux avoir une bille qui part avec V1. Ou je peux avoir deux billes qui partent à la moitié de la vitesse. Ou je peux avoir trois billes qui partent au tiers de la vitesse. Vous comprenez ce que je veux dire en écrivant ça ou pas? Ou j'ai été trop vite? Si, moi, j'ai Non, pas moi, je compris. vois pas. Ça marche, il me semble bien que j'avais été trop vite. Je vais y aller un peu plus gentiment. Donc, étape 1, je lève une bille. Ça, c'est la première chose. Si je la lève, elle aura une énergie potentielle, MGH. Étape 2, je lâche la bille. Ma bille va donc faire comme sur un pendule, elle va descendre, elle va venir ici avec une vitesse V. Je vais appeler ça la vitesse 1. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Et donc, je peux faire, aussi comme c'est un choc, la conservation de la quantité de mouvement. J'ai P avant doit être égal à P après. Ma quantité de mouvement avant. Chaque bille ici a une masse M. Donc, que vaut ma quantité de mouvement à choc? Vous pouvez répéter, monsieur? Ici, j'ai un choc entre la bille Oui. en rouge qui vient taper mes 4 autres billes. Comme j'ai un choc, on va dire que la quantité de mouvement est conservée. Et donc, je demande que vaut la quantité de mouvement avant le choc. Juste avant que ma bille vienne taper ici. Elle est pas, genre, elle reste la même. Qu'est-ce que tu veux dire par elle reste la même? Euh, ben son énergie, elle bouge pas avant de la toucher, non? Même quand elle touche, elle le diffuse avec la dernière boule. Oui, ça va être la partie choc, mais là, je regarde vraiment juste avant le choc. C'est quoi la formule de la quantité de mouvement? J'écris P MV? égale, c'est MV. MV? Et donc, ici, juste avant le choc, cette masse-ci, est-ce qu'elle bouge? Non. Non. Donc, sa Non, quantité mais de elle bouge mouvement pas du vaut tout. combien? Et donc, sa quantité de mouvement, elle vaut combien, cette BC? Zéro. Ok. Cette BC. Aussi. Cette BC. Aussi. Zéro aussi. Cette BC. Zéro. Et cette BC. M fois V1. M fois V1. Donc, la quantité de mouvement avant, c'est 0, plus 0, plus 0, plus M fois V1. Donc, avant le choc, j'ai comme quantité de mouvement M fois V1. Ça va, ça, pour tout le monde ou pas? Ouais. Monsieur, Oui? M fois V1 ou M plus V1? J'ai pas compris. M fois V1. Tu vois de la...
Ah La ouais. formule, c'est m D'accord. fois v. Ouais, ouais. Donc c'est 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus m fois v1. Ça, c'est avant. Je dois avoir conservation de la quantité de mouvement. Et là, je vous disais, là c'est moi qui vais un peu vous aider, il y a plusieurs configurations possibles. Soit j'ai une bille qui part. Si j'ai une bille qui part, ça veut dire que celle-ci est immobile. Si elle est immobile, celle-ci, ça veut dire que sa quantité de mouvement va combien? Vaut combien? 0. Celle-ci aussi va être immobile et celle-ci aussi, donc elles vont être à 0. Et donc si celle-ci part, j'ai une masse qui part, m fois v', plus, si vous voulez, tout le reste immobile. Et donc ici, si j'ai m fois v1, là j'ai le même m, v', il doit valoir combien? V. Il doit valoir v1, ça doit être la même Ah oui, chose. Ça va? Ça c'est une bille qui part. Mais mathématiquement, je pourrais aussi avoir le cas où j'ai deux billes qui partent. Si j'ai deux billes qui partent ensemble, si ces deux billes ci partent, vous voyez que la masse qui part, elle est 2 fois plus grande. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. Et donc ça veut dire qu'elles doivent partir à quelle vitesse ça, pour avoir l'égalité? V' sur 2. Ouais, V1 sur 2. Ça c'est quelque chose que vous pouvez retenir avec les chocs inélastiques. Si j'ai une voiture de 1 tonne qui rentre dans un camion de 5 tonnes, à gauche j'avais 1 tonne fois V, à droite je vais avoir 5 tonnes fois V'. Et donc ça veut dire qu'à droite j'aurai 5 tonnes fois V sur 5 si vous voulez avoir la même chose. Vous voyez, si j'ai 1 fois V, là j'aurai 5 divisé par 5 fois V. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, monsieur, moi, Enfin, en fait de 4 tonnes, mais bon. je n'ai pas compris, monsieur. Ok. Quand vous avez une collision et un objet à l'arrêt, la quantité de mouvement, c'est donc m fois v plus 0 avant, d'accord? Pour ça plus ça. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Après, les deux objets sont encastrés. On a eu un choc inélastique. Et donc, les deux se sont mis ensemble. Et ils ont une nouvelle vitesse v'. Si je cherche v', ça va donc être m sur m plus m. Vous êtes d'accord avec moi? Fois v. Oui. Maintenant, je pourrais raisonner autrement. Je vais prendre un exemple. Imaginons que ma masse ici vale 2. Et ici, j'ai 2 plus 6, par exemple. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2v égale 8 fois v'. Est-ce que ça va déjà là? C'est juste un exemple avec des nombres. Oui, oui, oui. Imaginons que ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir ce que vaut v'. Ça m'intéresse pas de savoir si c'est 50 km/h, si c'est 30 km/h. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point je vais plus vite ou plus doucement. Est-ce que je vais 2 fois plus vite? Est-ce que je vais 4 fois plus vite? Est-ce que je vais 4 fois moins doucement? Etc. Vous voyez l'idée? Ouais.
Et donc, j'aimerais bien transformer ce 8 fois V' en quelque chose qui fait 2 fois V. Ben, le 8, je peux pas le changer, hein, c'est mes masses. C'est ça mon 8. Mais du coup, mon V', je peux dire que ça va être égal à V divisé par 4. Parce que si je fais 8 divisé par 4, ça fait bien 2 fois V, ce que j'avais à gauche ici. Ah oui. Ouais. Et c'est ce qui se passe ici. Ici, j'avais une masse. Là, maintenant, j'ai deux masses. Donc, j'ai mV1 égale 2m V'. Ben, j'aimerais bien exprimer ça en fonction de V1. Si ici, j'avais une masse qui partait avec une certaine vitesse, si j'ai le double qui part, 2 fois plus lourd, ça doit partir 2 fois plus doucement. Ça va faire 2m fois V1 divisé par 2. C'est sûr. Oui? Et ce que vous avez fait là, ça s'applique quand on a deux masses les mêmes. Oui, ici, parce que toutes mes masses sont identiques. Donc, ça va être m, ou 2m, ou 3m, ou 4m. Vous voyez ça ou pas? Oui. Mais ça, monsieur, on peut l'appliquer juste si on a les mêmes masses. Oui, juste si on a des multiples de même masse, en fait. Ouais. Bon, sinon, en fait, ça marche toujours avec ces formules-là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que je ne connais pas la vitesse initiale. Je ne sais pas si c'est 20 mètres ou quoi, donc je ne vais pas pouvoir faire des maths. Mais je peux exprimer un côté en fonction de l'autre. Et donc, comme je dois toujours avoir comme quantité de mouvement m fois v. Si tout d'un coup j'ai 2m, ben, je dois avoir v demi. Si j'ai 3m, je dois avoir v tiers. Et donc j'ai plein de cas ici. Ici j'ai 2 billes qui partent. Mais je pourrais aussi avoir 3 billes. Vous voyez, si j'ai 3 billes, c'est que j'ai 3 fois la masse. Et donc si ma masse fait fois 3, ma vitesse elle doit faire diviser par 3. Parce que alors j'aurai 3m fois v1 sur 3. Ça fait mv1, comme ce que j'avais ici. Si j'ai 4 billes, ma vitesse doit être un quart. Comme ça, j'aurai de nouveau mv1. Si j'ai 5 billes, ma vitesse doit être un cinquième. Comme ça, j'aurai mv1. Vous comprenez ça? Oui. Et c'est un peu la même chose. Si j'ai 1 kg qui s'encastre dans 2 kg, j'avais 1 kg avant le choc, ça s'encastre dans un solide de 2 kg, donc ça veut dire que j'ai 1 plus 2. Donc après, j'avais 3 kg. Ça veut dire que la vitesse que j'avais ici va être 3 fois plus grande qu'après, parce que si j'avais 1 kg fois v, ben à droite, j'aurais 3 fois v divisé par 3. Donc, avec les chocs inélastiques, c'est ce que vous avez déjà plus ou moins connu, hein. C'est que si jamais j'ai une collision avec un objet plus lourd, je vais ralentir. Vous venez de me faire penser que je pourrais vous montrer ça pour vous convaincre un petit peu. Attendez, hein, je cherche quelque chose que vous ne voyez pas à l'écran. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé, si vous avez juste fait les tests. Je vous avais donné ça pour jouer. Vous voyez la page internet que je viens de vous montrer? Oui. Si j'ai un choc inélastique, ici, et que j'envoie, vous voyez ici, j'ai une masse de 500 grammes et une masse de 500 grammes. Donc, c'est la même masse. Donc, ça veut dire qu'après le choc, je double la masse. Et donc, vous allez voir, ma vitesse, elle va être divisée par 2. Et j'arrive à une certaine vitesse, et puis, paf, ma vitesse est divisée par 2. J'ai arrivé à 0,2 mètres par seconde. Je pars à 0,1 mètre par seconde. Si ici, j'avais 100 grammes au départ, et que j'arrive à et que je tape dans 200 grammes, vous voyez que je passe de 100 grammes
à 100 plus 200, je passe à 300 grammes. Donc ma vitesse, elle va être divisée par 3. Et je peux aller ainsi de suite. Si je passe de 100 grammes à 400 grammes, 100 plus 400, ça fait 5. Donc ma vitesse va être divisée par 5. Et ainsi de suite. Vous voyez un peu l'idée? Ici, j'étais à 0,2. Maintenant, je suis à 0,04. J'ai une vitesse divisée par 5. C'est clair ou pas trop? Oui, c'est clair. Ça, c'est si on avait des chocs inélastiques. Je pourrais avoir une bille qui part, ou 3 billes, ou 4 billes. Monsieur, Oui? vous voyez comme vous avez fait pour les 3 billes là. C'est genre l'équation principale, c'est MV1 égale à MV1 encore égale à MV1 pour trouver les 3M. Bah, pour le faire autrement, au début, on avait dit qu'on avait MV1. Ça, c'est P avant. Si tu te souviens, c'est parce qu'on avait dit, j'avais mes 4 billes ici, et puis j'en avais une seule, celle-ci, qui avait une vitesse V1. Tout le reste, c'était à des vitesses qui valaient 0. D'accord? Ça, c'était la quantité de mouvement avant. Tu te souviens de ça? Oui, oui. Et à droite, tout ce que tu peux deviner, c'est OK, combien j'ai de billes qui partent? Imaginons que j'ai 3 billes qui partent. Si j'en ai 3, la masse ici, ça va être la masse des 3 billes fois la nouvelle vitesse, V'. Mais comme tu sais que tu as une égalité ici, MV1 doit être égal à ceci, tu sais que ici tu as 3M. Bah, V', si tu veux, on peut résoudre l'équation, hein, c'est juste que j'étais plus vite. V', c'est M V1 divisé par 3M. Donc tu vois que V', c'est V1 divisé par 3. Et donc je peux remplacer ici, j'ai MV1 égale 3M fois V1 divisé par 3. Mais, Ah, ok. mais je ne vais pas simplifier parce que ici, ça c'est la masse qui bouge avec une vitesse V1. Et ceci, ça se dit comment? J'ai 3 masses M qui bougent à une vitesse V1 sur 3. Tu vois, c'est pas la même chose. Même si mathématiquement c'est égal, c'est normal, hein, puisque la quantité de mouvement doit être conservée. À gauche, j'ai une seule bille qui bouge vite. À droite, j'ai 3 billes qui bougent au tiers de la vitesse. Ah, si j'essaie de le reprendre ici dans les exemples. Au début, j'ai une seule bille qui bouge vite, et puis j'ai 2 billes qui bougent 2 fois moins vite. Je vais réduire un petit peu. Au début, j'ai une qui bouge vite, et puis j'en ai 2 qui bougent 2 fois moins vite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ok, et donc je pourrais avoir toutes ces configurations-là. Soit j'ai une bille qui part à la même vitesse, soit j'ai 2 billes qui partent 2 fois moins vite, soit j'ai 3 billes qui partent 3 fois moins vite, soit j'ai 4 billes qui partent 4 fois moins vite, etc. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Kindimo consent ou Kindimo est perdu? Moi, Oui, ça va. ça va.
Ok, ça c'est si on avait un choc inélastique. Si on avait un choc inélastique, tout serait possible. Mais on a un choc élastique. Et donc, si je vais laisser ça, je vais rajouter une nouvelle feuille blanche. Toc. Donc, on avait dit ceci. Mais comme j'ai un choc élastique, j'ai aussi conservation de l'énergie. Donc l'énergie cinétique avant, j'avais une seule bille. Donc c'est 1/2 m V1 au carré. Mais l'énergie cinétique après, bah, si j'ai une bille, ça va être 1/2 mv1 au carré. Si j'ai deux billes, ça va être 1/2 m, ça va être 1/2 m plus m fois v1 demi au carré. Si j'ai 3 billes, ça va être 1/2 m plus m plus m fois v1 sur 3 au carré. Si j'ai 4 billes, ça va être 1/2 m plus m plus m. Bon, je pourrais écrire 4m, hein, fois v1 sur 4 au carré, etc. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, bah regardons. Est-ce que ceci c'est bien égal? 1/2 mv carré, est-ce que c'est égal à 1/2 mv carré? Allez pas chercher trop loin, hein. Est-ce que... Oui. Ouais, Non, oui. c'est égal, hein. Je vais écrire, ça c'est OK. Testons un peu les autres. Est-ce que ceci c'est égal? Est-ce que 1/2 mv1 carré est égal à 1/2, alors je vais écrire 2m v1 sur 2 au carré. Si je résous ceci, ça fait... Alors je vais garder le 1/2 puisque je veux mon 1/2. V1 au carré, ça fait V1 au carré sur 4. Donc ici, ça c'est égal à 1/4 de mv1 carré. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Logiquement, oui. Donc ça, c'est not OK, NOK. Ça marche pas. Je pourrais continuer avec d'autres exemples. Si j'essaye 3 billes, si je prends 3 billes, j'ai 1/2 mv1 carré est égal à 1/2 3 masses fois V1 sur 3 au carré. V1 sur 3 au carré, ça fait 9. Donc j'ai 3 masses fois V1 carré sur 9. Et donc ça fait un sixième de mv1 carré. Et donc c'est pas identique. Et donc ça c'est not OK. Et je sais pas si vous voyez, le troisième, ça va pas, le quatrième, ça va aussi pas marcher. Et donc le seul qui marche, c'est le premier. Le seul qui marche des deux côtés. Et donc ici, il faut se rendre compte un peu, voilà. Quand je prends mon pendule, qu'on appelle le pendule de Newton, et que j'ai toutes mes billes, si j'en lâche une, il pourrait se passer plein de choses grâce au choc inélastique. Je pourrais avoir une bille qui part, ou deux billes qui partent mais 2 fois moins vite, ou 3 billes qui partent mais 3 fois moins vite. Ça, c'est juste s'il y avait un choc. Mais ce choc, il est élastique. Comme il est élastique, je dois conserver l'énergie. Et on voit que une bille qui part, ça donne 1/2 mv carré. Par contre, deux billes qui part,
bah, je vais avoir moins d'énergie. Je vais avoir ici, vous voyez, 1/4 mv carré. Et donc, je peux pas faire ça. Parce que si jamais j'avais 2 billes qui partaient, c'est que j'aurais perdu une partie de mon énergie. Si j'en avais 3, j'en aurais perdu encore plus. J'avais 1/6 mv carré. Si j'en avais 4, j'aurais eu 1/8 mv carré. Et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est une manière de voir que le pendule, comme c'est des chocs élastiques, il y a une condition en plus qui fait qu'on sait exactement combien de billes vont partir. Alors, je sais pas si vous avez regardé les vidéos que j'avais mis dans le livre pour aujourd'hui. Cette vidéo qui a été tournée par des amis à Namur. Vous voyez ici, si j'ai une bille qui tape, il n'y en a qu'une qui part. Alors, il y a des frottements et tout, et donc ça va pas jouer. Voilà, on peut le remontrer ici. Si je lâche une bille, vous voyez qu'il y en a à chaque fois qu'une qui part. Alors bon, il y a les chocs qui fait que tout bouge un peu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Si maintenant j'en lâche deux, au départ, j'ai pas 1/2 mv carré, j'ai 1/2 fois 2m. Et donc là, ça va être la même chose. Si j'ai deux billes, il y a deux billes qui doivent partir. Il y aurait moyen de refaire les maths. Je vous l'épargne, mais c'est de se rendre compte. Bon, là, ils expliquent un peu, on part avec cette hauteur. Voilà. Et quand j'en mets deux, il y en a deux qui partent de l'autre côté. Et deux, et deux, et deux, et deux. Hop. Si j'en prends 4, eh ben, il n'y a rien qui change. J'ai 4 billes qui sont lancées, j'en ai 4 qui doivent partir. Donc, vous voyez ici, j'en ai 4 qui partent, 4 qui partent, 4 qui partent, etc. Et pour comprendre ça, il y a juste besoin de nos deux équations, la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. Là, vous voyez avec 3 par exemple. Monsieur, Oui, j'ai une question, peut-être que c'est une question. Euh, et je voulais juste dire, imaginons par exemple, maintenant, vous voyez les trois billes ici, ou bien, même si on avait cinq billes, c'est à la même masse, et plus grande, qui a une masse plus grande que les autres. Euh, il y aura quelles conséquences, genre. alors il faudra faire les maths, mais ce sera pas aussi symétrique. Et donc, tu aurais une bille et demie qui part, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est... En fait, le seul cas, je sais pas si vous avez remarqué, je peux le faire ici. Si j'ai des chocs élastiques, d'accord? Si j'ai la même masse, il y en a toujours une qui reste à l'arrêt. Regarde, ma rouge ici, elle va s'arrêter net. Tac. Parce que j'ai la même masse des deux côtés. Dès qu'il y a une différence de masse, tout bouge. Tu vois ici, j'ai fait créer une différence de masse de 100 grammes. Pouf, tu vois, elle continue à bouger légèrement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si tu as des billes pas exactement de la même masse, tu vas pas avoir comme, comme ici des billes qui s'arrêtent. Attends, on va qu'ils se voient un peu mieux. Tu vas pas avoir comme ici une bille qui s'arrête net, mais tout va bouger un peu et donc tu n'auras pas un beau pendule qui bouge comme ça avec une masse qui part, une masse qui revient, une masse qui part, une masse qui revient. Tu vas avoir deux masses qui vont partir à une nouvelle vitesse et puis tu vas avoir une masse qui va repartir à une autre vitesse et donc ça va faire un mouvement oscillatoire, hein, qui va aller à droite, à gauche, mais ce sera moins joli. Je sais pas si... Ouais, non, je vais pas me lancer dans des recherches maintenant, mais voilà, ce sera juste moins joli. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le pendule de Newton. C'est quelque chose qu'on voit, allez, je dirais que dans ma famille, sur une quarantaine de personnes, je pense qu'il y a au moins 2 personnes dedans qui en ont un chez eux, qu'ils ont reçu un jour à un anniversaire quelconque, pour Noël, alors qu'ils n'ont rien demandé. Mais voilà, c'est une petite curiosité. Ben maintenant, vous savez comment ça marche, que ce sont des chocs élastiques, et que c'est bien le fait d'avoir ces deux parties, la conservation de la quantité de mouvement combinée à la conservation de l'énergie cinétique, qui fait que ça marche. Et comme tu viens de le discuter, et ça marche du fait que ce sont toutes les mêmes masses. Si ce n'était pas toutes les mêmes masses, il faudrait faire les calculs, ça va dépendre de la masse en question, mais on n'aurait pas une belle bille qui s'arrête net et le reste qui bouge. Ok.
Alors, je vous rassure, ceci, typiquement, c'est important pour votre compréhension des équations qu'on emploie, etc. Mais on va jamais vous poser ce genre de questions à l'examen parce que c'est un peu trop flou. Ici, on a su le résoudre en y allant par 2 étapes. Je regarde tout ce qui est possible d'un point de vue choc et je regarde ce qui marche avec le côté élastique. Donc, j'ai fait étape 1, je regarde ce qui marche d'un point de vue choc. Je vais changer de couleur parce qu'on voit rien. Étape 1, je regarde ce qui marche d'un point de vue choc. Étape 2, je vérifie l'énergie cinétique. Si vous essayez de le résoudre directement, vous n'allez pas y arriver. Si vous écrivez juste les équations comme d'habitude, ça va être fort compliqué. Et donc, c'est pour ça que je vous ai amené de manière un peu différente cet exercice que d'habitude. Ok. Alors, voici un exercice qui ressemble en partie à ce qu'on pourrait vous donner à l'examen. C'est un parcours. Vous voyez, je pars du 1, je vais au 2, il va se passer un truc entre 2 et 3, puis je passe au 4. Et je vous donnerai l'examen. Je pense que c'est celui-là que je vais vous donner pour vous préparer. Comme ça, en plus, on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, donc vous pourrez vous entraîner dessus. Ici, à la base, vous voyez que j'ai un chariot avec un aventurier dessus. Bah, ce qu'il y avait, la première partie que vous ne voyez pas de l'exercice, c'est mon chariot, il était attaché ici à une corde. Décidément, mon bonhomme est très bizarrement fait. Mais mon chariot, il était attaché ici au sol. Et la première question, c'était de la question statique. Quelles sont les forces pour que mon chariot soit attaché? Par exemple, ici, j'ai besoin d'une corde pour qu'il ne descende pas. Quelle est la tension dans la corde? La partie 2 de l'examen, c'était de la dynamique. On vous disait, OK, imaginons maintenant, on vient couper la corde ici. Et donc, mon chariot, il est plus retenu par cette corde. Quelle est l'accélération à laquelle il descend? Et puis, on vous disait, partie 3, alors je vais passer un peu une partie, mais grosso modo, c'est ça. Mon chariot, il est à une certaine hauteur h de 5 mètres. À quelle vitesse arrive-t-il au point 2? Et donc ça, c'était de l'énergétique. Et puis, on avait la question 4, qui est celle ici. En passant du point 2 au point 3, on sauve un acolyte. Si vous imaginez si elle lave ce que vous voulez, bah moi, je viens récupérer mon acolyte dans le chariot. Donc, je suis là avec mon chariot et je la prends dans mes bras pour la récupérer. Ça va être un choc. Je vais prendre la personne dans mes bras. À votre avis, ce choc, il est élastique ou inélastique? Élastique. Pourquoi? Parce que vous l'attrapez, non? C'est ça, je l'attrape. Une manière de retenir un peu élastique, inélastique, c'est que grosso modo, élastique, il y a un rebond. C'est de là que vient un peu le mot élastique d'ailleurs. Hein. Vous voyez, si je prends un élastique, si je le tends, il va revenir à sa position de base. Ça va rebondir. Ici, si je la prends dans mes bras, je dois exercer une force, je vais demander beaucoup d'énergie interne, je vais perdre de l'énergie pour réussir à la garder contre moi. Je vais devoir employer mes muscles. Ça va être dur que moi, je ne parte pas en arrière, par exemple. Si c'était un choc élastique, ça ferait comme un pendule. Et donc, elle partirait comme ça, ponk, et moi, je tomberais par là. Ça, ce serait un choc élastique. Où on se... Ouais, juste une collision frontale où on se fait expulser l'un l'autre. Mais si je la prends dans mes bras et qu'elle lâche la corde, c'est un choc inélastique. Alors après, on demandait, ok, je remonte du point 3 au 4. Alors là, parfois, voilà, c'est de nouveau de l'énergétique. Et puis, dernière question de l'examen. Ici, on disait un tir parabolique. Et donc ça, c'était de la cinématique. Et vous voyez qu'avec ceci, on avait fait un exercice, mais qui est décomposé en plusieurs parties, qui touche grosso modo à toute la matière. Alors le SI, il peut être caché dedans. On peut vous donner des valeurs en kilomètres par heure. Voilà. Alors imaginons, Cette fois-ci aussi, ça sera comme ça. ce sera du même style, un exercice en plusieurs étapes. Le SI aussi, il sera dans. Ce sera pas un exercice tout seul. Par exemple, au lieu de Bah, nous donner des newtons, vous allez nous donner des méga-newtons.
Voilà, ce serait possible qu'on vous demande de l'exprimer en mégajoules ou comme vous avez déjà fait un peu dans les différents exercices. Vous voyez ici les exercices que je vous avais donnés, je vous demandais en kilomètres par heure, et puis en mètres par seconde, et puis en mégajoules. Ce sera disséminé dedans, mais il n'y aura pas un exercice pur ici, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Ok. Vous voyez déjà ça, c'est long, hein, en 2 heures. Oui. Et là, vous remarquez que par exemple, la partie énergétique, dans cet examen-là, elle était très simple. J'avais de l'énergie potentielle qui venait de l'énergie cinétique. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de ressort, ni rien. Par contre, on avait une grosse partie, attends 2 secondes, on avait une grosse partie dynamique, statique et cinématique. C'est possible que cette année-ci, on décide de faire une grosse partie énergétique et une petite partie dynamique. Ça dépend d'une année à l'autre, mais on essaie d'interroger sur tout. Je t'écoute. Cet exercice-là, il va durer plus de 2 heures, non? Non, ça prenait, pour les étudiants qui avaient bien travaillé, ça leur prenait 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Ah, ça me paraît long. C'est pas court, mais c'était prévu pour être fait en 2 heures. Ah ouais. Monsieur, Voilà. Et donc, attends 2 secondes, tant que j'y suis. Ici, vous voyez que pour le tir parabolique, il faut connaître la vitesse au point 4. Et c'est là qu'on vous disait, si vous n'avez pas trouvé V4, qui valait 9,8, bah on disait prenez V4 égale 10 mètres par seconde, par exemple. Comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Si vous voulez faire le tir parabolique, vous pouvez quand même me le faire. Vas-y, j'écoute ta question. cet exercice-là, vous allez le faire avec une autre classe ou non? À mon avis, oui. À mon avis, je vais le faire avec une autre classe. Ok. En tout cas, enfin, cette partie-ci de l'exercice. Donc, pas la statique, pas la dynamique, mais ces 3 parties-là. Et pas la cinématique. Ça va? À mon avis, je vais le faire si vous avez envie de regarder dans le groupe 1EM B2. Mais sinon, vous inquiétez pas, il n'est pas très compliqué, hein. Je vous ai dit le plus essentiel. Ici, j'ai l'énergie qui vient de l'énergie cinétique. Ça, vous avez l'habitude. C'est MGH qui devient 1 demi MV carré. Pour la dernière partie, hop, pour la dernière partie, c'est pareil. Donc là, c'est 1 demi MV2 carré. Ici, j'ai 1 demi MV3 carré. Et vous voyez, je remonte ici, mais je ne dis pas que j'arrive à vitesse nulle, sinon je ne vais pas faire mon saut parabolique. Et donc ici, l'énergie, ce sera 1 demi MV4 carré plus MGH, mais ici H vaut 2, donc ce sera MG2. Ça, c'est l'énergie en 4. Ça, c'est l'énergie en 3. Ça, c'est l'énergie en 1. Et ça, c'est l'énergie en 2. Donc, du point de vue de l'énergétique, c'est juste ça. E1 va devenir E2. E3 va devenir E4. Et comment est-ce que je passe de E2 à E3? Ben là, je n'ai pas conservation de l'énergie parce que c'est une collision inélastique. Donc, il va falloir que je trouve une autre méthode que l'énergie pour trouver comment je passe de V2 à V3. Ben, comme c'est une collision, j'ai la quantité de mouvement en 2 qui doit être égale à la quantité de mouvement en 3. Ma quantité de mouvement, ça va être ici, vous voyez, j'ai un wagon qui avance, donc c'est la masse de mon wagon fois la vitesse de mon wagon, ça c'est V2. Mon acolyte, c'est la masse de l'acolyte fois sa vitesse, c'est 0. Et après le choc, c'est un choc inélastique, comme on l'a discuté ensemble, donc c'est le wagon et l'acolyte ne font plus qu'un. Et donc là, j'ai mon V3. Et du coup, il faut faire attention, les masses ne sont pas identiques. Au début, j'avais juste le wagon. Au point 2, j'ai toujours que le wagon. Par contre, à partir du point 3, j'ai la masse
du wagon plus la masse de l'acolyte qui joue. Et pareil ici, au point 4, j'ai la masse du wagon plus de l'acolyte. Bon, je l'écris comme ça, mais vous comprenez, je pense. Et là, vous avez toutes les équations qu'il faut pour résoudre l'exercice. C'est clair ou pas? Ça fait dans d'autres groupes. En tous les cas, vous pouvez me contacter. Question, si j'ai bien compris, c'est le dernier cours. Tu as bien Ouais, compris. ok. Donc, mais on peut quand même vous envoyer des mails, etc., pour poser des questions, bien sur Teams, ou... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pendant tout le blocus. Je vous encourage juste à essayer d'envoyer vos questions. Si l'examen c'est le 11, le 10, parce que je ne sais pas répondre toujours en 5 minutes. Je vais aussi prendre un peu de congé à Noël. Mais je réponds toujours, que ce soit pendant le blocus, la semaine prochaine ou cette semaine-ci encore. Ça va? Ok, monsieur, merci beaucoup. L'idéal pour vos questions, pour moi, c'est vraiment que vous m'envoyez toujours une photo de ce que vous avez fait. Parce que je pense que vous apprenez beaucoup plus si je vous dis, dans ta résolution, tout ceci c'est bon, mais cette partie-là, il y a un problème. Ce qui est mieux que ce qu'on fait en classe où c'est moi qui le montre et je discute avec vous oralement. Comme ça vous pousse vraiment à essayer, à voir où ça bloque et vous apprendrez beaucoup plus. Il y a des étudiants qui pensent que je fais ça pour vous forcer à travailler, sinon je ne vais pas vous aider. Non, c'est vraiment pour que ce soit le plus bénéfique pour vous. Pour vous dire, bah, le problème, c'est que tu n'as pas compris, c'est pas tout l'exercice, c'est juste tel point. Et parfois, c'est une bêtise. Hein. Parfois, c'est, ah, bah là, tu as oublié un carré et c'est tout. Ça va? Ouais, ça va, merci. Eh ben, comme on va plus se voir, sauf si vous avez des questions, donc je répète, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, du courage pour cette dernière semaine de cours, et puis pour le blocus, et on se revoit donc en janvier pour l'examen. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là. Bon courage, et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir, monsieur. Monsieur, au revoir. Au revoir. Monsieur, au revoir.